l'opposition ivoirienne appelle au boycott du processus électoral en cours. Ces deux principaux candidats, Henri Konan-Bédié et Pascal Affi-N'Guessa, ont fait face à la presse ce jeudi. Précision à suivre dans ce journal. Au Burkina Faso, le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara renvoyé devant un tribunal militaire. C'est l'un des avocats de la famille de l'ancien président qui l'a indiqué. Ce 15 octobre marque le 33e anniversaire de son décès. Et puis en Libye, le processus de paix en cours fait des mécontents. Des manifestants se sont rassemblés devant le siège de la mission des Nations Unies à l'ouest de Tripoli pour protester contre les pourparlers entre les deux autorités rivales. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue dans ce journal. En Côte d'Ivoire, l'opposition met une pression supplémentaire sur le régime du président Alassane Ouattara. Les deux principaux candidats de cette coalition, Henri Konan-Bédié et Pascal Affi-N'Guessa, ont appelé ce jeudi leurs militants à boycotter le processus électoral en cours. C'était au cours d'une brève adresse à la presse. Reportage. C'est une nouvelle étape dans la stratégie de l'opposition qui avait appelé ses militants à la désobéissance civile. Au cours d'une brève adresse à la presse ce jeudi, Henri Konan-Bédié, président du PDCI, et Pascal Affi-N'Guessa, président de l'une des ailes du Front populaire ivoirien, ont appelé leurs partisans au boycott actif du processus. Le processus électoral en cours ne nous concerne nullement, que nous ne sommes pas du tout concernés par le processus électoral en cours, que ce processus électoral est illégal parce qu'il ne répond nullement à aucun critère international et que nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s'abstenir. Les principaux candidats de l'opposition demandent par ailleurs à leurs militants de ne pas prendre part au processus de distribution de cartes électorales ainsi qu'à la campagne électorale et de faire barrage au coup d'État électoral que le président Alassane Ouattara s'apprête à commettre, d'empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin. Henri Konan-Bédié et Pascal Affi-N'Guessa ont promis une conférence de presse vendredi. L'opposition, qui laisse planer le doute sur un boycott de l'élection présidentielle depuis des semaines, demande une réforme du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante inféodée au pouvoir selon elle. Elle estime que le président Ouattara n'a pas le droit de se présenter à un troisième mandat et conteste le rejet des candidatures de poids lourds de la politique ivoirienne, notamment celle de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro. À Ouanindara, banlieue poussiéreuse de Guinée-Conakry et fief de l'opposition au président Alpha Condé, les jeunes attendent impatiemment la présidentielle du 18 octobre prochain avec crainte. Le long de la route, le Prince, théâtre régulier de violences entre manifestants et puis les forces de l'ordre, les habitants se disent persécutés par la police et oubliés par le pouvoir en place. Le gouvernement admet des bavures policières mais accuse en retour l'opposition. On les écoute. Je suis pessimiste. Parce que je sais que s'il y a l'élection libre et transparente, Cellou va gagner à 60-70%. Mais je sais que le pouvoir aussi va essayer de manœuvrer pour ne pas qu'il y ait la victoire de Cellou. Mais on ne va pas se laisser faire. On va s'organiser très bien pour gagner les élections. Si on gagne les élections, on va proclamer notre victoire. Et on va installer Cellou Dalein à Sékou Touré, Inch'Allah. Mais quand ils viennent, surtout ici à Ouanindara, ils viennent avec des armes à feu, des armes blanches, ils rentrent dans les quartiers, ils renversent des marmites, ils pillent, ils frappent, ils blessent, ils tuent. Le contexte sécuritaire et le comportement des forces de l'ordre pendant les manifestations ou dans le cadre du maintien de l'ordre est un véritable sujet qui parfois est un sujet polémique et politisé, mais nous avons conscience que les bavures peuvent exister et lorsqu'elles sont constatées, elles sont sanctionnées. J'ai déjà informé plusieurs médias que rien que pour l'année 2019, il y avait eu 114 affaires traitées par le Conseil de discipline, dont certaines concernaient des comportements violents d'un certain nombre de policiers. Ils ont été sanctionnés. Il y a quand même un mystère dans cette histoire-là qui nous interpelle, qui nous inquiète, parce que ça veut dire que derrière, il y a une stratégie d'instrumentalisation pour faire penser qu'il y a des gens qui sont spécifiquement visés parce qu'ils habitent dans une zone ou parce qu'ils sont d'une certaine origine. Et ça, c'est très dangereux pour notre pays. Je ne vois pas en quoi le gouvernement aurait intérêt à entretenir cela.
En Centrafrique, l'inscription sur les listes électorales pour les présidentielles et puis les législatives est achevée. C'est ce qu'a annoncé l'autorité nationale des élections, l'organe chargé de les conduire. L'opposition conteste cependant le maintien des scrutins à la date du 27 décembre prochain. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, candidat à un second mandat, a affirmé sa volonté de maintenir les élections au 27 décembre prochain, date prévue par la Constitution pour le premier tour. La COD 2020, coalition de l'opposition présidée par François Bozizé, le chef de l'État renversé par un coup d'État en 2013, réclame depuis des semaines un report, invoquant notamment les retards et le caractère incomplet de l'enrôlement des électeurs dans un pays aux 2/3 sous la coupe de groupes armés rebelles. Elle a dénoncé dans un communiqué l'entêtement de l'ANE sous la pression du gouvernement à organiser des élections bâclées à la date prévue. Et l'opposition prend à témoin la communauté nationale et internationale de conséquences que personne ne saurait prévoir. Dans un pays toujours en guerre civile et aux 2/3 aux mains de milices armées, les agents recenseurs n'ont pas pu accéder à certaines régions. Certains leaders de groupes rebelles qui continuent de perpétrer des violences contre les populations civiles ont été enregistrés sur les listes électorales. Si la date du 27 décembre prochain ne pouvait être respectée, une nouvelle période d'incertitude s'ouvrirait pour ce pays classé parmi les plus pauvres au monde et ravagé par 3 guerres civiles en 20 ans. Car, en vertu d'un accord de la Cour constitutionnelle en juin, il sera impossible pour le chef de l'État de prolonger son mandat. Peut-être un nouvel espoir pour les proches de Thomas Sankara. Le dossier de l'assassinat du père de la révolution burkinabé a été renvoyé devant le tribunal militaire de Ouagadougou, la capitale. C'est ce qu'ont donc annoncé ce jeudi les avocats de la famille, espérant enfin un procès. Et de complicité d'assassinat. Le juge d'instruction en charge du dossier a rendu son ordonnance de renvoi devant la chambre de contrôle du tribunal militaire de Ouagadougou qui a été notifiée aux avocats des différentes parties. C'est ce qu'a expliqué dans un communiqué Maître Benewande Sankara, l'un des avocats de la famille Sankara, à l'occasion du 33e anniversaire de sa mort. Cette ordonnance de renvoi permet d'affirmer que suffisamment d'éléments ont été réunis pour permettre la tenue prochaine d'un procès sur les événements tragiques du 15 octobre 1987, a-t-il affirmé. 33 ans, c'est suffisant pour que la lumière soit faite, que ceux qui ont commis cette forfaiture répondent de leurs actes devant la justice. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, le président Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987 à 37 ans lors du putsch qui porta au pouvoir son compagnon d'armes Blaise Compaoré. La mort de Sankara, devenu une figure panafricaine et surnommé le Che africain, était un sujet tabou pendant les 27 ans de pouvoir de Compaoré renversé par une insurrection populaire en octobre 2014. L'affaire judiciaire a été relancée sous la transition démocratique et un mandat d'arrêt a été émis contre lui par la justice burkinabé le 7 mars 2016. Compaoré vit en Côte d'Ivoire où il a obtenu la nationalité ivoirienne et à ce titre ne peut être extradé. Des Libyens ont manifesté devant le siège de la mission des Nations Unies à l'ouest de Tripoli, la capitale, pour protester contre les pourparlers entre les deux autorités rivales sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies prévue en Tunisie début novembre. Les explications. Le dialogue interlibyen de Tunis qui débutera le 26 octobre par visioconférence avant de se poursuivre début novembre en face à face réunira de nombreux membres du Parlement de Tobrouk à l'Est et du Haut Conseil d'État basé à l'Ouest, ainsi que des participants sélectionnés par l'ONU. Les Nations Unies ont annoncé que la rencontre serait ouverte aux dirigeants ne visant pas de postes gouvernementaux, mais pensant d'abord à leur pays. Les partisans du gouvernement d'union nationale protestent contre ce rendez-vous qui devrait permettre d'aboutir à des élections nationales. Le Grand Conseil de l'Union de Tripoli dénonce les tentatives répétées et ratées de l'ONU de créer de nouvelles périodes de transition, car cela aurait des résultats désastreux. Nous allons rejeter cette initiative et sensibiliser tous les Libyens au danger qu'elle représente, car elle va répandre le mal et accroître la désintégration sociale.
Immédiatement fin aux discussions. Deuxièmement, l'ONU doit entendre la voix du peuple et du pouvoir réel sur le terrain et travailler à la mise en œuvre de sa demande, à savoir fixer des dates pour les élections législatives et présidentielles générales sur la base de la déclaration constitutionnelle. Interrompu à maintes reprises depuis les accords de Skirat au Maroc en décembre 2015, le processus politique libyen a été mis à mal par l'offensive militaire du maréchal Khalifa Haftar, qui a tenté sans succès d'avril 2019 à juin 2020 de prendre le contrôle de Tripoli. Les deux camps rivaux, encouragés par l'ONU, sont retournés en septembre à la table des négociations avec des réunions thématiques, institutionnelles au Maroc, militaires en Égypte et politiques en Suisse. En Thaïlande, des centaines de manifestants ont afflué ce jeudi dans le centre de Bangkok, la capitale, défiant ainsi le décret d'urgence promulgué dans la matinée qui interdit tout rassemblement de 5 personnes et plus. Libérez nos amis, ont crié des militants alors que plusieurs leaders du mouvement pro-démocratie ont été interpellés quelques heures plus tôt. Je prends un risque pour ma sécurité, mais je voulais quand même être là. La foule me protégera, a déclaré une étudiante de 20 ans. Les autorités ont durci le ton à l'encontre du mouvement pro-démocratie qui défile depuis plusieurs mois et ose défier la puissante monarchie. Elles ont promulgué un décret d'urgence qui interdit les rassemblements politiques de 5 personnes et plus, ainsi que les messages en ligne qui pourraient nuire à la sécurité nationale ou engendrer la peur. Le gouvernement a justifié la promulgation du texte en évoquant des manifestations contraires à la Constitution. Il a aussi dénoncé l'obstruction d'un cortège royal par des contestataires mercredi en marge d'un rassemblement qui a réuni plusieurs milliers de personnes devant la maison du gouvernement à Bangkok pour réclamer la démission du Premier ministre Prayut Chan-o-cha. Plus de 20 personnes ont été arrêtées, parmi elles 2 des leaders les plus virulents à l'encontre de la monarchie. Des militaires ont été déployés autour de plusieurs bâtiments gouvernementaux. Le mouvement pro-démocratie demande le départ de Prayut Chan-o-cha au pouvoir depuis un coup d'État en 2014 et légitimé par des élections controversées l'année dernière. Il réclame aussi une modification de la Constitution mise en place en 2017 sous la junte et très favorable à l'armée. Certains militants vont plus loin, exigeant une réforme de la puissante et richissime monarchie, un sujet tabou il y a encore peu dans le royaume où le souverain est protégé par une des plus sévères lois de lèse-majesté au monde. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.